Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le résumé 100% spoiler du tome 2 de La Voix des Rois de Brandon Sanderson. Pour ceux qui arriveraient là par hasard, je rappelle le principe. On résume le livre entièrement pour permettre à ceux qui veulent lire la suite de se remémorer toute l'histoire. Donc bien évidemment, si vous n'avez pas vu la première vidéo consacrée au tome 1 de La Voix des Rois, je vous invite d'abord à aller la voir avant de regarder celle-ci. C'est une vidéo 100% spoiler du tome 2 de La Voix des Rois. Donc regardez-la que si vous avez déjà lu le livre. Le premier tome de La Voix des Rois s'arrêtait au milieu de la partie 3. Donc nous voyons la suite de cette partie, avec les personnages de Kaladin et de Chaland. Kaladin est gravement blessé, à moitié dans le coma ou en train de mourir, après avoir survécu à la tempête majeure. Syl le défend contre les sprènes de la mort avec une épée faite de lumière. Teft veille sur Kaladin et les autres hommes de pont le protègent des regards indiscrets et des éventuelles tentatives d'assassinat. On apprend que Teft est enfant de scrutateur, une croyance qu'il a rejetée autrefois et qu'il ne croit pas car pour lui, ce sont des légendes et des contes. Toutefois, il tente une expérience en mettant dans la main de Kaladin 3 sphères de diamant. Le corps de Kaladin devient subitement lumineux de fulgiflammes et son corps est enrobé de lumière et de volutes de fumée, ce qui guérit certaines blessures. Teft comprend alors qu'il peut guérir Kaladin comme ça, mais il doit garder sa technique secrète pour ne pas attirer l'attention par une guérison trop miraculeuse. Il ne peut en parler à personne puisque les scrutateurs auraient tous disparu, et même s'il en restait, il ne sait pas comment les localiser. Seulement 10 jours après la haute tempête, Kaladin sort de la caserne pour rejoindre ses hommes. Qui sont ébahis de voir la guérison miraculeuse de Kaladin. Il est encore faible, mais ses blessures sont pratiquement guéries. Donc il reste en convalescence, ce qui lui laisse du temps pour se poser des questions sur les raisons qui poussent les Parshendi à combattre. Kaladin comprend que les hommes de pont sont utilisés comme des appâts. Les hommes de pont sont moins chers que les soldats et ne demandent aucune formation. En ne leur donnant aucun équipement, ils détournent l'attention des Parshendi sur les hommes de pont plutôt que sur les soldats. Cela plonge à nouveau Kaladin dans la dépression, car il comprend que les hommes de pont n'ont aucune chance de survivre, leur rôle est de mourir. Un soir, Rock reçoit en cadeau un rasoir en guise de remerciement pour préparer les ragoûts. Il propose à tout le monde de prêter son rasoir. Seul Sigzil ne se joint pas à eux. Kaladin est en dépression et n'arrive pas à être avec ses hommes. Sigzil et lui se mettent donc à discuter. Il apprend à Kaladin que les hommes de pont pensent qu'il est un Paliris puisqu'il a toujours refusé de leur dire son passé. Kaladin détourne l'attention en demandant à Sigzil son passé, mais celui-ci refuse de donner des détails. Kaladin se dit qu'il doit être un meurtrier, mais devine toutefois que Sigzil est un homme instruit. Sigzil lui parle des condamnés de Mara Betia, qui sont suspendus au-dessus de l'eau pour être mangés par des magnecoques. Il fait alors un parallèle avec les hommes de pont condamnés à mourir quoi qu'il en soit. Kaladin est en dépression. Il est découragé et empli de désespoir, plus rien n'a de sens pour lui. Encore une fois, il est confronté à son impuissance face à la mort de ses amis. Il rencontre le remplaçant de l'Amaril, Clarissime Matal et sa femme Achal. Durant la conversation, Kaladin est insolent et manque de se faire frapper par le Clarissime. Il s'apprête à les frapper avec une lance, mais il se retient. Ils sont alors dorénavant affectés de manière permanente à la corvée des gouffres. Durant la corvée des gouffres, Kaladin a une humeur exécrable. Ses hommes lui demandent alors pourquoi il n'est pas heureux d'avoir survécu à la tempête et demandent quel est le plan pour la suite des combats. Kaladin est déprimé et dit qu'il n'y a plus de plan parce que c'est sans espoir. Teft cite une des devises des radieux. La vie avant la mort, la force avant la faiblesse, le voyage avant la destination. Syl convainc à nouveau Kaladin de ne pas abandonner et d'essayer à nouveau. Kaladin leur annonce que leur seule chance de survivre est de trouver un moyen de s'échapper. Il leur propose alors de les former au combat de lance. Tous acceptent sauf Rock qui s'occupera de faire à manger. Ils ne peuvent pas fuir par les gouffres car toute tentative de les cartographier se sont soldées par des échecs car cela est trop dangereux. Lors d'une tempête majeure, Kaladin rêve qu'il est la tempête qui balaye tout Roshar.
Il voit de nombreux endroits et de nombreuses personnes qu'il ne connaît pas. Il voit des éclairs de lumière qui proviennent d'un bâtiment situé au milieu d'une ville triangulaire. Il y voit un homme vêtu de blanc, qu'on devine être Seth, juste après avoir commis un assassinat. Kaladin a l'impression que l'assassin peut le voir. Une voix dit ensuite à Kaladin qu'il est un enfant de Tanavas, enfant d'honneur, enfant de celui qui a disparu depuis longtemps, et la voix déclare que le pacte sacré a été brisé, et voici venir Abjection, le plus dangereux. Quand Kaladin interroge Syl sur qui est Abjection, elle a une réaction violente et s'enfuit. Lors d'une conversation sur le pouvoir et sur les Paliris, on apprend que Singzil est un chante-monde, une sorte de conteur qui visite des endroits tout autour du pays et raconte aux autres ce qu'ils ont vu. Singzil est mécontent que cela soit révélé et il s'en va. Un nouvel homme de pont est affecté au pont 4, un parche nommé Shen par Kaladin, car il refuse de dire son nom. Les autres hommes de pont sont mécontents d'avoir un parche comme recrue, car ils ne lui font pas confiance. Kaladin rumine encore sur le fait que chaque fois qu'il a cherché à protéger des gens, ces gens sont morts. Il a peur de mener à la mort les hommes de pont en tentant de les faire s'évader. Il croit que le Tout-Puissant lui en veut personnellement, même s'il n'est pas très croyant. Plus tard, Kaladin tente d'aider une prostituée qui se fait frapper par un homme, mais Adolin Colin et ses hommes arrivent avant lui. C'est là le premier échange entre Adolin et Kaladin. Adolin donne à Kaladin une sphère pour qu'il porte un message. Il prend la sphère mais refuse d'obéir à un ordre d'un Paliris. Kaladin commence à entraîner les hommes de pont à se battre avec les lances. Leur entraînement est extrêmement rapide comparé à la normale car ils n'ont pas de temps à perdre. On comprend que Teft a eu un passé de soldat. Rock et Lopen, qui ne veulent pas se battre ou ne peuvent pas se battre, sont chargés de récolter du butin dans les gouffres à l'aide de Syl et d'essayer de cartographier les gouffres. Teft pose des questions bizarres à Kaladin, sous prétexte de savoir comment il va. Il demande à Kaladin s'il a perçu quoi que ce soit d'étrange ces derniers temps, comme par exemple se sentir léger. Il y a encore des flashbacks de la vie de Kaladin, sur des événements survenus entre 5 ans et 1 an avant. 5 ans et demi plus tôt, Roshon convoque Lyrin pour un dîner. La famille de Kaladin est haïe par tous les habitants et se retrouve sans argent. Certains habitants leur déposent à manger secrètement. Kaladin suit son père même s'il n'est pas invité. Ils se disputent concernant les sphères. Roshon propose un marché qui consiste à ce qu'ils prennent pratiquement toutes les sphères. Kaladin est hors de lui et s'en va dans les cuisines, où il rencontre le fils de Roshon, Rilir, ainsi que son ancien ami Laral. Lyrin le traite comme un esclave et lui demande de le servir. Cette nouvelle expérience avec un autre Paliris hautain le pousse à de nouveau changer d'avis sur sa vocation. Il veut finalement être chirurgien et non plus soldat. Sur le chemin du retour, Kaladin comprend que les sphères ont effectivement été volées par son père et que son père cherche en fait à occuper Roshon avec la négociation d'un marché pour qu'il ne cherche pas la vérité, ce qui choque énormément Kaladin. Un peu plus tard, Roshon et son fils Rilir sont attaqués par un Paliris lors d'une chasse. Rilir est mortellement blessé, mais Roshon exige qu'on s'occupe d'abord de son fils. Rilir meurt malgré tout. Roshon est sauvé de justesse par Lyrin. Pourtant, Lyrin aurait pu tuer Roshon d'un simple coup de lame sur une artère. Mais Lyrin n'a pas hésité à le sauver, tandis que Kaladin est horrifié de se rendre compte qu'à sa place, il aurait laissé mourir Roshon. On voit la haine de Kaladin envers les Paliris se renforcer de plus en plus. 5 ans auparavant, Roshon continue de harceler la famille de Kaladin. Ils ne reçoivent plus d'argent des villageois, mais leur père est malin et continue de faire croire à Roshon qu'il gagne alors qu'il garde suffisamment d'argent pour envoyer Kaladin à Kharbranth, afin que Kaladin devienne chirurgien. Laral, l'ancienne amie de Kaladin, est alors fiancée à Roshon. Le clarissime Amaram vient dans leur village pour recruter des soldats. Le nombre de recrues n'étant pas atteint, Roshon désigne le frère de Kaladin, Tien, pour être enrôlé de force dans l'armée. Kaladin tente d'être enrôlé à sa place, mais Roshon refuse. C'est ainsi que Kaladin intègre l'armée dans le but de protéger son frère Tien.
Un an plus tôt, Kaladin est chef d'escouade dans l'armée d'Amaram depuis 4 ans. Il verse un pot de vin pour recruter Sen dans son escouade, même si le garçon lui fait trop penser à son frère disparu Tien. Kaladin veut combattre brillamment pour que son escouade soit affectée aux plaines brisées. Lors de la bataille, où pratiquement toute l'équipe meurt dont Sen, Kaladin parvient à tuer un porte-éclat et sauve ainsi le clarissime Amaram d'une mort certaine. Mais il refuse d'acquérir la lame et la cuirasse d'éclat comme le veut la tradition, parce qu'il refuse de devenir un Paliris corrompu comme tous les autres. Kaladin et les 4 survivants de son escouade sont convoqués par Amaram après la bataille. Amaram demande pourquoi Kaladin a refusé les éclats, mais celui-ci refuse d'avouer sa haine pour les Paliris. Amaram fait alors tuer les 4 survivants et épargne Kaladin pour le remercier de lui avoir sauvé la vie sur le champ de bataille. Amaram fera croire que c'est lui qui a tué le porte-éclat et il s'approprie alors les éclats. C'est là que Kaladin reçoit la marque d'esclave sur son front. Passons maintenant au personnage de Chaland d'Avar. On retrouve Chaland en train de dessiner dans sa chambre lorsqu'elle se rend compte qu'elle a dessiné une scène complètement différente que celle qu'elle voulait faire. Sur le dessin, on voit un homme richement habillé allongé dans une mare de sang. Elle parle à son frère Balad par écho-calame. Il lui apprend que les pseudo-amis de la famille sont encore venus les visiter et que donc le temps presse. Elle lui annonce avoir récupéré le spiricante de Jasna, mais qu'elle ne veut pas partir tout de suite pour ne pas attirer l'attention. Elle a peur qu'on découvre son vol et elle culpabilise beaucoup de l'avoir volé. Elle le cache dans sa poche et essaye de l'utiliser en secret dans les jardins, mais elle n'y parvient toujours pas et n'a toujours pas trouvé de livre pour l'aider. Un peu plus tard, Chaland essaye à nouveau d'utiliser le spiricante en chantonnant, une méthode qu'elle a trouvée dans un livre, quand soudain elle entend une voix dire « Qu'êtes-vous » Chaland surprend une femme de chambre dans la chambre de Jasna et pense que c'est elle qui a parlé. Elle en profite pour fouiller la chambre de Jasna et y trouve des notes sur Urituru, Nathanatan, les collines inconquises et les plaines brisées, et surtout un gros carnet sur les néantifères. On apprend que les néantifères sont considérés comme disparus. Certains pensent qu'ils n'ont jamais existé et qu'il s'agit de fables, d'autres pensent qu'ils ont été vaincus par les radieux. Chaland ne comprend pas pourquoi Jasna se préoccupe autant de ces sujets, alors que c'est une athée. Elle est interrompue par Kapsal qui lui propose d'aller dans les jardins pour manger du pain et de la confiture. Ils se remettent à flirter. Elle explique à Kapsal qu'ils ne peuvent pas être ensemble, car c'est un religieux. Elle est choquée d'entendre Kapsal émettre l'idée de quitter l'Ardence. Chaland avoue à Kapsal que Jasna le suspecte de vouloir lui voler le spiricante. Kapsal admet que c'était une hypothèse, mais que cela impliquerait une déclaration de guerre d'Alektar envers Kharbrandt. Son rôle est de s'assurer que Chaland n'est pas corrompu dans sa foi par Jasna, et aussi de convertir Jasna. Chaland réalise les implications de son vol et cela la rend malade. Les spiricantes sont des fabriaux essentiels pour mener la guerre, notamment pour produire de la nourriture. Elle essaye alors d'obtenir des informations sur comment utiliser un spiricante auprès de Kapsal. Puis Chaland apprend que le bateau pour rentrer chez elle arrive dans 1 semaine. En attendant, Chaland poursuit l'étude des rapports écrits par Gavilar sur les Parshendi avant sa mort. Elle remarque que Gavilar avait développé un intérêt inhabituel pour les Parshendi. Il voulait en apprendre plus sur leur culture alors qu'il n'était pas un savant. Elle doit partir pour Jackavel le lendemain pour emmener le spiricante volé à sa famille. Mais elle poursuit à mener en secret ses propres recherches sur les néantifères, sachant maintenant que c'est le sujet de recherche de Jasna, mais elle ne trouve rien de probant et ne comprend pas tout. Elle interroge discrètement Jasna sur la localisation d'Urituru et sur les néantifères, mais celle-ci esquive rapidement la question. Personne ne sait où se trouvait Urituru, et personne ne sait réellement ce qu'étaient les néantifères. Considérés comme des mythes pour beaucoup, pour les théologiens, il s'agirait d'entités du mal qui prenaient possession des hommes. Kapsal la surprend dans ses recherches secrètes et discute alors des néantifères.
Kabzal confirme que les théologiens y voient des êtres maléfiques créés par le Tout-Puissant. Chaland dévoile à Kabzal l'objet d'étude de Jasna, l'éniantifère. Selon lui, elle cherche à démontrer que c'est une invention des radieux et donc prouver que le vaurinisme est une escroquerie. Chaland annonce ensuite à Kabzal qu'elle doit partir rejoindre sa famille. Il lui demande alors un portrait de lui seul et un autre qui le représente lui et Chaland. Elle dessine encore en arrière-plan 2 créatures avec des symboles à la place de la tête. Effrayée, elle s'enfuit et court dans sa chambre. Elle est poursuivie par les créatures qui continuent d'apparaître dans ses croquis. Dans sa chambre, elle prend le spiricante dans ses mains. Les créatures lui demandent encore « Qu'êtes-vous » Elle se retrouve alors transportée dans le Chalesmar, où elle entend d'autres voix. Quand elle revient dans la réalité, elle s'aperçoit qu'elle a réussi à spiricanter pour la première fois. Un verre rempli de sphères a été transformé en sang qui se répand par terre. C'est alors qu'elle est interrompue par Jasna qui frappe à la porte. Terrifiée, Chaland se coupe pour faire croire qu'elle a voulu se suicider et expliquer la présence de sang. Chaland est ensuite en convalescence à l'hôpital après sa pseudo-tentative de suicide. Le roi Taravangian l'autorise à avoir des visites. Jasna et Kabzal la rejoignent donc. Jasna lui donne le livre des pages infinies, composé que de pages blanches. Elle parle alors de religion, puis Kabzal vient avec du pain et de la confiture de fraises. Jasna est méfiante, mais Kabzal insiste pour qu'elle goûte la confiture. La confiture a une odeur bizarre. Kabzal décide de goûter et il meurt en quelques minutes. Chaland, qui en a mangé aussi, commence à être empoisonnée. Elle se démène alors pour donner le spiricante à Jasna avant de s'évanouir. Chaland se réveille à l'hôpital après cette tentative d'assassinat. Elle a été sauvée par Jasna grâce au spiricante qu'elle lui a rendu avant de s'évanouir. Jasna est furieuse contre elle pour lui avoir volé le spiricante. Elle pense qu'elle a agi au nom d'un dévotaire et ne la croit pas lorsque Chaland lui explique qu'elle a volé le spiricante pour sauver sa famille en faillite. Jasna explique que le poison était dans le pain et l'antidote dans la confiture. C'est pour ça que Kabzal a tant insisté pour que Jasna mange du pain. Jasna s'est renseignée sur Kabzal et personne ne sait vraiment d'où il vient. Les autres Ardents ne le connaissent pas trop. Donc, elle en déduit qu'il a vraiment utilisé Chaland pour essayer de tuer Jasna. Elle attribue le suicide de Chaland à la culpabilité d'avoir volé le spiricante. Jasna s'en va après l'avoir informé qu'elle a organisé son retour à Jakaved et que plus personne ne voudra d'elle comme pupille à cause de ce qu'elle a fait. On a ensuite 3 intermèdes concernant les personnages de Baksil, Géranide et Seth. Baksil et son cousin Av sont dans un palais avec leur maîtresse. Elle commence à détruire des œuvres d'art comme les peintures et les sculptures. Baksil dit à Av qu'il envisage d'aller recourir à l'ancienne magie pour demander une faveur à la veille nuit, car on raconte que chaque homme peut lui demander une faveur. Il aimerait ainsi obtenir du courage. Av le met en garde, car cela implique de recevoir aussi une malédiction. Géranide et Achir sont 2 ardents. Géranide étudie les sprènes et Achir est cuisinier. Il se demande s'il y a besoin de nourriture dans le Chalesmar. Achir découvre que dès qu'elle mesure les sprènes, elle se fige, mais dès qu'elle efface les chiffres de mesure, les sprènes redeviennent variables en longueur, forme et luminosité. Ils ne comprennent pas pourquoi, mais présagent que cette découverte pourrait modifier tout ce qu'on sait sur les sprènes et les fabriaux. Seth est à Jakaved pour tuer le roi après avoir tué plusieurs hauts princes. Seth doit massacrer beaucoup de gens et des porte-éclats avec ses pouvoirs spéciaux avant d'atteindre le roi et de le tuer. Pendant tout son parcours, Seth se demande à quoi servent tous ces morts et se déteste de commettre tous ces crimes. Dans la partie 4, on retrouve les persos de Dalinar et de Kaladin. Dalinar a une nouvelle vision lors d'une haute tempête. Il se retrouve dans la peau d'un soldat et est témoin du jour de la Félonie, ce jour où les radieux ont trahi l'humanité. Plusieurs centaines de radieux abandonnent leurs lames et leurs cuirasses puis s'en vont.
Il éprouve un profond sentiment de perte et de tragédie. Dalinar demande pourquoi ils s'en vont. La voix lui répond « C'étaient les premiers et aussi les derniers. La nuit des tourments viendra, ainsi que la grande désolation, la tempête éternelle. Lisez le livre, unissez-les. » Après la vision, une nouvelle dispute a lieu entre Dalinar et son fils Adolin. Celui-ci n'est pas prêt à devenir haut prince et refuse que son père abdique pour retourner en Alektar, même s'il persiste à dire que les visions de son père ne sont pas réelles, et demande à son père de ne pas prendre des décisions qui reposent sur ses visions. Son père refuse, même s'il a bien conscience de ne plus être fiable et de ne pas comprendre ses visions. Il remet en question qu'elles viennent du Tout-Puissant. Renarin évoque qu'il pourrait s'agir de l'influence de l'ancienne magie et la veille nuit. Adolin dit que ce n'est qu'un mythe, mais son père avoue que ce n'est pas le cas et qu'il y a eu recours il y a de nombreuses années, mais il refuse de dire pourquoi à ses fils. Il repense au flou de sa mémoire qui entoure sa femme disparue. Renarin suggère de trouver une manière de prouver que les visions sont réelles. Ils vont demander à Navani et à Jasna de les aider à analyser les visions. Il leur explique que ces visions concernent souvent les chevaliers radieux et qu'à la fin une voix lui ordonne d'unir les hauts princes. Cependant, il se demande s'ils trouveront des textes historiques, car cela concerne une période historique d'avant la hiératocratie. Navani poursuit ses avances envers Dalinar qui la repousse encore, car il la considère comme sa sœur et refuse de trahir son frère et ses principes, même s'il l'aime. Lors d'une fête, Malice prévient Dalinar que sa déesse compte faire une annonce importante. Il lui tient des propos cryptiques et lui dit de l'appeler Malice ou Oid. Il le prévient qu'il doit partir, mais ne dit pas où ni pourquoi. Dalinar s'attend à ce que sa déesse l'accuse d'être responsable de la tentative d'assassinat du roi Elhokar. Sa déesse annonce que les éléments recueillis confirment que la sangle de la selle d'Elhokar a bien été coupée volontairement. Et il a aussi découvert que certaines gemmes de la cuirasse d'éclat ont été fêlées volontairement. Mais il indique contre toute attente que Dalinar est innocent. Il suspecte plutôt un ennemi de Dalinar de vouloir se venger de quelque chose. Lors d'une discussion, sa déesse avoue qu'il a demandé à être haut prince de l'information pour prouver l'innocence de Dalinar. Il rappelle leur ancienne amitié. Dalinar propose à sa déesse une alliance, après lui avoir exposé son plan d'unir les forces pour gagner la guerre une fois pour toutes. Contre toute attente, sa déesse accepte l'accord quand Dalinar lui explique que c'est l'occasion pour lui de peut-être gagner une lame d'éclat. Dalinar et sa déesse mènent une nouvelle attaque conjointe. Alors qu'il pense avoir gagné la bataille, une seconde vague de Parshendi surgit et sa déesse manque de mourir. Il est sauvé par Dalinar au péril de sa vie. Il remporte la bataille, mais Dalinar ressent à nouveau un malaise. Il se sent mal de tuer tous les Parshendi. Il le cache pourtant à ses hommes. Sa déesse en veut à Dalinar d'avoir pris autant de risques. Celui-ci évoque les codes et le livre des rois, ce qui exaspère sa déesse car il déteste le livre. Dans une scène, on voit Adolin sorti boire un verre avec ses hommes. Ils débattent pour savoir pourquoi sa déesse n'a pas trahi Dalinar et savoir si Dalinar devrait démissionner en raison de ses visions, car il est impopulaire dans l'armée et impose trop de restrictions. Sa réputation d'épine noire semble ternie et perdue, alors qu'il a sauvé le roi et sa déesse de la mort. En se promenant dans le marché, Adolin réfléchit et commence à être d'accord avec ce que fait son père. Durant un duel entre Adolin et Rési, Dalinar, le roi Elhokar et sa déesse discutent. Dalinar récite un passage de la voix des rois à sa déesse et Elhokar, celui du voyage du roi Noadon vers Urituru. Dans ce passage, le roi parcourt le chemin à pied comme un mendiant et lance une réflexion sur les mendiants qui ont plus de connaissances sur la vraie vie que les rois. Les autres le croient fou de parcourir tout ce chemin à pied et seul. Le roi leur répond que ce qui compte c'est le voyage. Sa déesse trouve ce passage ridicule et trouve Dalinar suffisant et vaniteux. Pourtant, il demande à Dalinar une copie de la voix des rois pour se distraire. Dans la conversation, on apprend que Malice a disparu sans prévenir, ce qui lui arrive souvent. Dalinar est considéré comme un lâche par les autres à cause de sa proposition d'abandonner la guerre dans les plaines brisées.
Il persiste à dire au roi Elhokar et Sadéas que s'il avait le choix, il retournerait en Alektar pour la sécurité du royaume et unir les hauts princes. Non par lâcheté, il relancerait l'enquête pour savoir pourquoi les Parshendi ont assassiné Gavilar et connaître leur culture. Il lancerait une étude scientifique sur les cœurs de gemmes pour mieux les exploiter. Le roi Elhokar est de plus en plus paranoïaque. Il dit voir des visages dans les miroirs et des symboles tordus et inhumains. Sadéas se plaint que Dalinar refuse d'utiliser des hommes de pont comme lui. Ils ne sont pas d'accord. Sadéas juge les pertes humaines acceptables, alors que Dalinar refuse de sacrifier des hommes pour aller plus vite. Sadéas réussit toutefois à le convaincre de lui prêter des hommes de pont pour essayer. Une nouvelle tempête est prévue. Dalinar s'enferme avec ses fils et Navani. Il décide finalement de ne pas abdiquer en faveur de son fils, à condition qu'il signe un document permettant à Adolin de prendre le pouvoir si Dalinar devient fou. Adolin ne fait toujours pas confiance à Sadéas, tandis que Dalinar croit en l'amitié de celui-ci. Ils discutent des fabriaux, dont Navani travaille à en fabriquer des nouveaux pour guérir les douleurs par exemple. Mais pour l'instant, ils ne sont jamais parvenus à reproduire la technologie des lames et des cuirasses d'éclat. Dalinar a une nouvelle vision, où il incarne le conseiller du roi Nohadon. Une désolation vient de se terminer, où 90% de la population est morte. Nohadon parle de fluctomancien mais n'explique pas c'est quoi. Et il se lamente de tous ces morts, alors il pense à abdiquer. Dalinar lui dit de ne pas le faire et lui conseille d'écrire un livre pour redonner espoir aux gens, pour expliquer sa philosophie sur sa façon de diriger les hommes, mais Nohadon trouve cette idée ridicule. Le monde est en guerre et il doit agir, pas écrire un livre. Nohadon s'en va après avoir déclaré qu'être humain, c'est vouloir ce que nous ne pouvons avoir. Pour certains c'est le pouvoir, pour moi c'est la paix. Dalinar se réveille de sa vision en pensant n'avoir aucun élément permettant de prouver que ses visions sont réelles. Quand Navani lui annonce qu'il a parlé dans une langue morte, le chant de l'aube. Or, cette langue morte qu'on prétend venir des chevaliers radieux eux-mêmes, plus personne ne la comprend, même si des chansons existent dans cette langue. Cela prouve que ces visions sont bien réelles. Cette révélation bouleverse Dalinar et Adolin. Ils cherchent à comprendre ce qui provoque les visions et pourquoi. Seraient-ce les conséquences de l'utilisation de l'ancienne magie? Navani interroge Dalinar là-dessus, mais il refuse de lui dire pourquoi il y a eu recours et quel était son désir et sa malédiction. Serait-ce la volonté du Tout-Puissant? Navani fait un résumé de ce qu'elle sait sur les désolations, les néantifères et les radieux, mais ça correspond à pas grand-chose d'autre que des fables, car il y a très peu d'écrits sur cette période qui existent. Dalinar demande à être seule, mais Navani décide de rester. Elle raconte à Dalinar pourquoi elle est venue aux plaines brisées. Elle se sentait inutile et voulait continuer de s'impliquer. Elle en a marre d'être considérée comme la veuve de Gavilar. Dalinar et Navani s'embrassent alors passionnément, bien que Dalinar soit toujours réticent. Navani lui annonce ensuite que le roi de Jakaved a été assassiné par un porte-éclat Shinov vêtu de blanc. Navani suspecte que quelque chose de bien plus grand et de très dangereux se prépare. Les morts tiennent des propos bizarres avant de mourir, et les tempêtes montent en puissance. Lors d'une discussion intime entre Dalinar et Navani, on apprend que chaque fois que le nom de sa femme décédée est prononcé, Dalinar ne l'entend pas. Il ne peut ni l'entendre, ni se le rappeler. Il ne se souvient de rien concernant sa femme. Navani croyait que Dalinar la détestait, car il s'est toujours montré froid. Mais Dalinar lui avoue qu'en réalité il l'a toujours aimé, mais qu'il s'est effacé au profit de son frère Gavilar comme il le faisait toujours. Il culpabilise encore d'être avec Navani. Lors d'une nouvelle attaque de démons des gouffres dans la zone de la tour, Dalinar, Adolin et Sadéas décident d'utiliser 15 000 soldats, soit autant qu'ils le peuvent, pour essayer d'anéantir l'armée des Parshendi d'un seul coup. Revenons au personnage de Kaladin avant de parler de cette bataille de la tour. Lors d'une course au pont, Denis meurt. Kaladin se sent coupable de ne pas avoir pu le sauver. Alors il décide d'aider les blessés des autres équipes d'hommes de pont, même si ça ne plaît pas aux membres du pont 4. Teft insiste pour que Kaladin garde toujours sur lui une bourse de sphères infusées, mais il ne dit pas pourquoi. Kaladin lui explique que les sphères perdent leur fulgiflamme en quelques jours, ce qui est anormal. Kaladin est témoin du premier assaut conjoint réalisé par Sadéas et Dalinar, et il apprend aussi que Amaram serait en route vers les plaines brisées.
Le combat se déroule si vite et si bien que l'équipe de Kaladin est envoyée dans les gouffres dès leur retour de la course au pont. Ils trouvent alors un broham d'émeraude, ce qui équivaut à 200 jours de salaire. Ils doivent alors trouver un moyen de ramener des sphères sans se faire attraper. Rock se propose d'utiliser son arc pour planter la bourse en hauteur, mais il insiste pour dire qu'il ne combattra jamais avec un arc et refuse de dire où il a appris à tirer à l'arc. Kaladin interroge Sigzil, le chantemonde, pour savoir s'il existe une ville qui ressemble à celle de sa vision. Sigzil lui parle alors de Seslamexdar, une des cités les plus anciennes du monde. Un autre homme de pont meurt et Kaladin ne supporte plus de devoir affronter ça. La fatalité de la mort qui survient toujours autour de lui le fait énormément souffrir. Il culpabilise de ne pas réussir à les sauver. Teft interroge de nouveau Kaladin pour savoir s'il a vécu des expériences étranges. Il trouve cela suspicieux et s'énerve, puis Teft tente de le frapper. Kaladin l'arrête à temps, mais il s'aperçoit que toutes les sphères se sont vidées de la fulgiflamme, et Teft et Lopen constatent que Kaladin brille. Il est pris d'un sentiment de pouvoir intense et ne comprend pas ce qui lui arrive. Teft lui avoue qu'il a vu Kaladin se nourrir de la fulgiflamme quand il était malade. Kaladin tient Syl pour responsable de cela et lui demande ce qu'elle lui a fait. Elle lui dit que ce n'est pas de sa faute. Elle lui avoue ne pas être une sprène des vents, mais qu'elle lie les choses entre elles. Kaladin veut se débarrasser de cette lumière pour redevenir normal, mais Syl lui demande pourquoi il voudrait se débarrasser du pouvoir des marchevents. Il prend conscience que cela explique son talent de guérison et le fait qu'il ne se fasse jamais toucher par les flèches. Mais cela l'effraie car il comprend que tout ce qu'il fait correspond à ce que faisaient les radieux. Il en revient à sa certitude qu'il est maudit à cause de ses pouvoirs, parce que les radieux avaient les mêmes pouvoirs. Or, les radieux sont mauvais car ils ont trahi l'humanité, et c'est pour ça que tout le monde meurt autour de lui. Il accuse Syl de faire partie de cette malédiction. Kaladin s'en va marcher dans les plaines brisées. Il rencontre Oid Malice qui joue de la flûte. Il philosophe sur le sens de l'existence, sur la malice et l'intelligence. Sur le nom de Oid, il dit qu'autrefois on l'avait nommé d'après une pierre, puis que Oid est le nom de quelqu'un qu'il aurait dû aimer. Oid lui remet sa flûte d'arpenteur, utilisée par les conteurs pour raconter leurs histoires. Oid lui raconte l'histoire de Dérétil et de la voile errante. Dérétil était un roi qui avait cherché l'origine des néantifères grâce à un navire, la voile errante. Son navire s'échoua et ils rencontrèrent un peuple inconnu et pacifique, les Uvera. Une servante qui brisa des tasses fut mise à mort car leur empereur ne tolère pas l'échec. Dérétil comprit que le peuple était en fait cruel. Il décida de rencontrer l'empereur, sauf qu'il ne trouva qu'un cadavre mort depuis des années. Le peuple fut pris de rage car ils se rendirent compte que tous les meurtres commis étaient de leur responsabilité. Kaladin demande ce que signifie cette histoire. Oid lui répond que le but d'un conteur n'est pas de dire comment penser, mais de donner des questions à méditer. Kaladin la comprend comme le fait qu'il faut assumer ses responsabilités. Oid lui demande alors quelle responsabilité il ne veut pas assumer, car on voit dans les histoires que ce qu'on y cherche. Oid dit être venu dans ce pays pour rechercher une vieille connaissance, mais qu'il passe la majeure partie de son temps à la fuir. On apprend alors que Sigzil était l'apprenti de Malice Oid. Kaladin essaye de s'entraîner à utiliser ses pouvoirs avec Teft, mais il n'y arrive pas, ce qui le fait douter d'avoir réellement ses pouvoirs. Teft insiste pourtant et le compare au chevalier radieux, quand bien même on ne sait pas si les pouvoirs qu'on leur attribue sont des légendes ou pas. Teft lui parle du premier des 5 idéaux des paroles immortelles que les chevaliers radieux ont écrit d'après la voix des rois. Cette devise dit « La vie avant la mort, la force avant la faiblesse, le voyage avant la destination ». Ces idéaux guidaient tout ce que faisaient les radieux et étaient tous différents selon chaque ordre des radieux, sauf le premier qui était toujours identique. Kaladin ne prend pas cette histoire au sérieux, surtout qu'il ne pense pas que des gens de pouvoir puissent faire le bien. Alors Teft l'accuse que c'est la raison pour laquelle il n'arrive pas à maîtriser ses pouvoirs. Il n'y croit pas. Teft dit tenir ses informations de ses parents qui croyaient à tout ça. Les paroles immortelles, les idéaux, les chevaliers radieux, le tout-puissant et le vorinisme. On découvre alors que Kaladin a aussi une haine envers la religion, puisqu'il fait remarquer que cela a conduit à la hiératocratie, et estime que les religieux ne devraient pas non plus avoir autant de pouvoir. L'équipe du Pont 4 est alors affectée à la corvée de pont pour tous les jours et à la corvée de gouffre tous les soirs.
ce qui revient quasiment à une condamnation à mort. Cela met tellement Kaladin en colère qu'il se remet à briller. Il a aspiré les sphères sans en avoir conscience. Ils en profitent pour continuer l'entraînement avec les lances, mais ils ont encore besoin de plusieurs semaines de pratique avant de pouvoir espérer s'échapper. Kaladin coupe un cadavre de Parshendi pour récupérer sa carapace et il demande à Lopen de récupérer des os de Parshendi. Il cache tout ça dans un sac qu'il accroche sous un pont pour pouvoir le récupérer après. Pour l'instant, il refuse d'expliquer son plan. Kaladin commence à utiliser et maîtriser son pouvoir. Pour accrocher le sac, il a réussi à créer une échelle de pierre en aspirant de la fulgiflamme et il arrive à se guérir après être tombé de très haut. Lors d'une course au pont, Kaladin essaye sa nouvelle technique. Il utilise une armure et un bouclier fait avec les os et la carapace de Parshendi qu'ils ont fabriqués grâce à ce qu'ils ont récolté dans les gouffres. Sa méthode fonctionne puisque les Parshendi l'attaquent avec leurs flèches, ce qui détourne leur attention des autres hommes. Kaladin utilise la fulgiflamme pour se soigner et améliorer sa vitesse. De retour au camp, ils sont subitement attaqués par les archers Parshendi, furieux de voir que les corps de leurs semblables aient été profanés. Kaladin est surpris de voir Dalinar se précipiter pour tuer les Parshendi et sauver les hommes du pont 4. Dalinar lève sa lame en guise de salut au pont 4. Kaladin ordonne qu'on fabrique des armures et des boucliers en Parshendi à tous les hommes de pont. Seul Shen, le Parche, est gravement choqué de cela. Kaladin interroge Moash sur les raisons qui le poussent à s'entraîner aussi assidûment à la lance. Moash refuse de répondre, il dit juste qu'il veut se venger et tuer quelqu'un. Passons aux différents événements de la bataille de la tour. L'équipe du pont 4 est maintenant habillée des nouvelles armures et des boucliers faits en Parshendi. Ils sont alors acclamés par les autres équipes d'hommes de pont. Enfin, ils semblent être admirés et acceptés par les autres. Lors de la bataille de la tour, Dalinar ressent à nouveau le malaise quand soudain Adolin lui annonce qu'un nouveau groupe de soldats Parshendi arrive. Or, Sadeas ne les a pas prévenus. Pire, il voit Sadeas s'enfuir du plateau de la tour avec toute son armée et ses hommes de pont. La trahison de Sadeas laisse Dalinar et ses maigres équipes encerclés par l'armée Parshendi et coincés sur le plateau, bref, il les laisse à une mort certaine. En pleine bataille, Adolin s'en prend à son père en lui disant qu'il avait raison de se méfier de Sadeas. Dalinar culpabilise et avoue que c'est de sa faute, mais Adolin refuse que Dalinar endosse la responsabilité de la trahison de Sadeas. Dalinar fait son dernier discours à ses soldats avant de continuer le combat et dit mentalement adieu à son fils Renarin. Kaladin est témoin de la trahison de Sadeas, mais il y a trop de blessés et de morts parmi les hommes de pont. Ils ne peuvent pas retourner au camp. Kaladin se retrouve confronté à un dilemme. Il comprend que ce serait peut-être là l'occasion rêvée de fuir avec quelques-uns de ses hommes, mais ça impliquerait d'en abandonner beaucoup. Surtout, il voit tous les soldats en train de se battre, encerclés par les Parshendi. Mais y aller serait du suicide, et en même temps, il ne doit rien aux Paliris comme les Collins. Cependant, il se rappelle les mots de son père et la parole, la vie avant la mort. Dans le même temps, Syl apparaît sur le champ de bataille aux côtés de Kaladin. Elle est maintenant de la taille d'une personne ordinaire et révèle à Kaladin qu'elle se rappelle être une Spren d'honneur. Dalinar et Adolin combattent les Parshendi avec leurs hommes. Ils sont de plus en plus faibles car leur fulgiflamme et leur armure se fissurent de plus en plus. C'est à ce moment qu'ils sont sidérés de voir l'équipe du pont 4 venir vers eux. L'équipe du pont 4 doit faire face à une armée de Parshendi déchaînés. Ils utilisent la technique du port du pont latéral et Kaladin utilise toute sa fulgiflamme pour faire dévier les flèches vers lui, à tel point qu'il se retrouve complètement épuisé et perd connaissance en repensant au jour de la mort de Tien. Les Parshendi sont effrayés par Kaladin et fuient en criant en boucle « Neshua Kadal ». Dans le flashback de Kaladin, on le voit revenir d'une bataille, puis de remarquer Tien qui a été placé comme messager au devant d'une bataille. Il n'a pas le temps de rejoindre Tien pour le défendre que celui-ci est déjà mort. De retour dans le présent, Kaladin est réveillé par Syl qui lui ordonne de se relever et insiste pour qu'il se répète les paroles. Il constate que les Parshendi ont des pierres infusées dans leur barbe. Il les utilise pour se guérir et retrouver des forces. Il se répète à nouveau les paroles dans la tête et s'aperçoit qu'il les connaît alors qu'il ne les a jamais apprises. Je protégerai ceux qui ne peuvent pas se protéger. Kaladin explose alors d'énergie et de lumière en plein champ de bataille.
Les hommes de pont et tous les soldats le regardent avec émerveillement se battre furieusement contre les Parshendi. Ils se déplacent à une vitesse et avec une précision surhumaine. Dalinar ordonne à son fils de soutenir les hommes de pont, tandis que lui se charge de faire échapper les soldats. C'est à ce moment qu'un porte-éclat Parshendi fait son apparition, contre lequel Dalinar engage le combat. Il est très désavantagé par son armure presque brisée, et il n'a presque plus de fugiflamme. Kaladin ordonne aux soldats de fuir, mais ces derniers refusent car ils sont aux ordres d'Adolin et refusent de l'abandonner. Kaladin trouve Adolin, mais celui-ci refuse aussi de fuir et d'abandonner son père. Kaladin se propose alors de combattre avec eux pour sauver Dalinar. Les pouvoirs de Kaladin sont si forts que même les soldats ne parviennent pas à suivre son rythme. Dalinar est mis à terre par le porte-éclat Parshendi, mais celui-ci ne le tue pas. À la place, il se penche sur lui et lui dit « C'est vous, je vous ai enfin trouvé ». À ce moment, Dalinar est tellement mal qu'il croit avoir des hallucinations. Il voit les rangs Parshendi s'ouvrir et un homme lumineux en surgir, une lance à la main. C'est en fait Kaladin qui arrive et sauve de justesse Dalinar en combattant le porte-éclat grâce à ses pouvoirs. Les Parshendi autour n'attaquent pas mais scandent Neshu Akadal en reculant craintivement. La trahison de sa déesse cause la mort de 6000 soldats Aleti et va profondément marquer et changer Dalinar Kholin. Une fois Dalinar évacué, il propose à Kaladin de rejoindre son armée et de le protéger de sa déesse. Ce que Kaladin accepte car il est maintenant impossible de fuir avec autant de blessés et si peu de provisions. Une fois rentré au camp, sa déesse ment à Navani en lui annonçant que Dalinar est mort, submergé par les Parshendi, et lui dit qu'il s'est sauvé à temps pour ne pas mourir. Sauf que Dalinar réapparaît au camp, accompagné de l'équipe de Kaladin. S'ensuit une confrontation verbale entre sa déesse et Dalinar. Sa déesse avoue qu'il voulait voir Dalinar partir, car il le croit fou et faible, et il pense qu'il contamine le roi Elhokar avec sa folie. En le tuant, il voulait protéger le royaume d'Alektar. Dalinar formule sa demande d'acheter la liberté des hommes de pont de sa déesse, comme il l'a promis à l'équipe de Kaladin. Mais sa déesse refuse pour tout l'or du monde. Kaladin est dépité de voir encore un Paliris ne pas tenir parole. Néanmoins, sa déesse finit par accepter lorsque Dalinar lui offre sa lame d'éclat en guise de paiement. Sa déesse se moque de son geste d'offrir sa lame pour des esclaves sans valeur. Kaladin est stupéfait de voir que Dalinar a tenu parole et de le voir donner sa lame d'éclat. Dalinar se rend ensuite dans le salon d'Elhokar où a lieu une bagarre entre les deux hommes. Dalinar humilie son neveu en le battant et en le soumettant. Elhokar avoue que c'est lui qui a coupé la sangle de son cheval pour que Dalinar le prenne au sérieux. Par contre, ce n'est pas lui qui a fêlé les gemmes de son armure. Dalinar exige d'être nommé haut prince de la guerre. Il en a marre d'être Noadon le pacificateur et veut redevenir l'épine noire, le seigneur de la guerre. Il veut mettre fin à la compétition entre les hauts princes et mener une vraie guerre en mettant en commun les ressources et les cœurs de gemmes, même s'il sait que les hauts princes se révolteront. Il informe aussi Elhokar de sa romance avec Navani. Dans la 5e et dernière partie, on suit les personnages de Chaland, Dalinar, Kaladin, Seth et Malice. Chaland est toujours à l'hôpital et se questionne sur les raisons qui font que Jasnah n'a pas été empoisonnée alors qu'elle a aussi mangé du pain empoisonné. Alors qu'elle dessine Jasnah, elle comprend qu'en réalité depuis le début, Jasnah utilise un faux spiricante et qu'elle a spiricanté le pain et la confiture pour ne pas être empoisonnée. Elle est capable de spiricanter sans Fabrial. Chaland va confronter Jasnah avec ses révélations, mais Jasnah lui fait croire que c'est faux. Chaland lui montre les dessins de son premier voyage en Shadesmar, quand elle a spiricanté le verre en sang. Jasnah est bouleversée, mais persiste à refuser tout en bloc. Pour prouver ses dires, Chaland s'adresse aux créatures à tête de symbole pour retourner en Shadesmar. Elle lui exige de connaître une vérité pour créer le lien. Chaland leur avoue alors avoir tué son père. Elle tombe alors dans Shadesmar, envahie de perles. Elle est sauvée de justesse par Jasnah qui la réprimande d'être allée dans ce royaume car cela n'est que pure folie. Chaland exige alors de participer aux recherches de Jasnah. Celle-ci accepte à condition que Chaland ne lui mente plus ou ne la vole plus jamais. Elle donne alors à Chaland ses notes sur les néantifères. Chaland demande à Jasnah comment elle l'a sauvée en spiricantant son sang empoisonné. Elle répond que c'est une tâche plus simple que de spiricanter quelque chose qu'elle ne connaît pas. Elle l'interroge aussi sur les spiricantes.
Ils sont bien réels et les autres ont bien besoin de ces fabrials pour spiricanter. On apprend qu'il n'existait que 2 ordres des chevaliers radieux capables de spiricanter sans objet. D'après Jasnah, les figures à tête de symbole seraient des sprènes, et les pouvoirs des radieux étaient liés aux sprènes. Jasnah détourne l'attention sur l'étude des néantifères. Chaland l'interroge alors sur les raisons de ses études sur les néantifères, alors qu'il s'agit de légendes. Jasnah est persuadée qu'une vérité a donné naissance aux légendes, et c'est ce qu'elle recherche. Elle maintient l'idée qu'il ne s'agit pas de légendes, mais que les néantifères ont réellement existé. Elle révèle à Chaland sa théorie. Selon elle, les humains n'ont pas anéanti les néantifères, ils les ont asservis et il s'agit des parches. En terminant la lecture des notes de Jasnah, Chaland arrive à la même conclusion. Elles discutent ensemble des implications effrayantes de cette révélation et planifient un voyage vers les plaines brisées dans le but de continuer à enquêter sur la mort du roi Gavilar et pour savoir comment les Parches sont devenus des guerriers Parshendi. Les désolations seraient en fait des invasions de Parches devenues pour une raison inconnue hostiles. Pour Jasnah, le lien entre la mort de Gavilar et l'apparition des guerriers Parshendi sont liés. Jasnah révèle que la secte du sang des spectres a aussi pour mission de mener des recherches sur les néantifères et qu'Apsal en faisait partie. Quand Jasnah montre à Chaland le symbole de la secte, elle comprend que son père faisait probablement aussi partie de cette secte. Seth a tué tous les gens qui étaient sur la liste, sauf le dernier, le roi Taravangian. Il est en dépression et écœuré d'avoir commis tous ces meurtres. Il se rend à Kharbrand pour accomplir cette dernière tâche, mais il apprend alors qu'en réalité le roi Taravangian est son maître et que c'est lui qui lui a ordonné de commettre tous ces meurtres dans le but de construire un rochard plus fort pour les années à venir. Le roi l'emmène voir son hôpital secret. Seth est horrifié de voir que le roi tue des gens en drainant leur sang, dans le but de recueillir leurs dernières paroles. On comprend d'où viennent les phrases en début de chaque chapitre des tomes 1 et 2 de La Voix des Rois. Pour Taravangian, ces paroles contiennent la clé pour le salut de tous. Depuis la mort de Gavilar, ces paroles indiquent que les mourants voient quelque chose de capital. Il révèle alors à Seth le dernier nom de la liste des gens à exécuter. Il s'agit de Dalinar Kholin. Kaladin se questionne sur Dalinar en se demandant s'il peut faire confiance à ce Paliris. Il se pose des questions existentielles avec Syl, qui lui dit qu'elle est bien contente que Dalinar se soit débarrassée de sa lame d'éclat, car elle lui donne le sentiment de quelque chose d'anormal. Kaladin se demande si on peut tuer pour protéger, et si tout cela est bien moral. Il a tué des milliers de Parshendi pour sauver des milliers d'autres, au prix de plusieurs vies de ses propres hommes. Kaladin est rejoint par Dalinar, qui demande à ce que le pont 4 devienne sa garde d'honneur, car ses hommes ont pratiquement été tous tués, et il annonce à Kaladin qu'à cause de son plan, il craint à l'avenir de subir des attaques des hauts princes. Il veut aussi que le reste des hommes de pont soient formés comme lanciers. Kaladin est d'accord, à condition que ce soit aussi le choix des hommes de pont, et qu'ils ne répondent aucune hiérarchie. Dalinar accepte et le nomme capitaine. Il lui donne ensuite sa cape en guise de reconnaissance de lui avoir sauvé la vie, à lui et à ses hommes. De retour au camp, Kaladin surprend ses hommes de pont parler de ses pouvoirs. Bizarrement, ils n'en ont pas peur et sont émerveillés. Les hommes de pont lui demandent de leur enseigner ses pouvoirs, ou tout du moins, ils veulent analyser dans le détail les capacités de Kaladin. Celui-ci accepte, mais il leur exige de garder le silence sur ses capacités exceptionnelles. Lors d'une nouvelle tempête majeure, Dalinar a une nouvelle vision. La voix lui répète la même chose que d'habitude. Il faut les unir, la grande tempête approche, la grande désolation. Il pose des questions à la voix, mais il n'obtient jamais de réponse. Dalinar comprend alors avec sidération que la voix ne peut pas l'entendre et qu'elle ne l'a jamais entendu. Il voit sa ville Kholinar entièrement détruite. La voix poursuit son monologue cryptique et lui demande alors de reformer les chevaliers radieux. Elle termine en disant qu'elle est le Tout-Puissant et qu'abjection l'a tué. Dans l'épilogue, on retrouve Malice qui se trouve à Kholinar. Il dit attendre la tempête. Il a une conversation philosophique avec les gardes à qui il demande « Qu'est-ce que les hommes considèrent comme précieux chez les autres ?» Un homme frappe aux portes de la ville, c'est le héros Talenel. Il presse les gardes de donner l'alerte car l'attaque est imminente. Le tome 2 de La Voix des Rois se termine par Malice qui déclare que ce qui a le plus de valeur, c'est la ponctualité, et que son ami désorienté est arrivé trop tard.
Voilà pour ce résumé 100% spoiler du tome 2 de La Voix des Rois de Brandon Sanderson. Vous êtes maintenant prêt à lire le livre des radieux. Si ce résumé vous a été utile, n'oubliez pas de mettre un pouce, un commentaire et à partager la vidéo. Ce type de vidéo me demande énormément de temps de travail, ça fait toujours plaisir d'avoir des retours sur le contenu que je produis. À bientôt pour une prochaine vidéo.